Bon, bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais apparemment, il y a un mauvais lien qui a été placé sur le Facebook Live. Donc là, maintenant, j'essaie de rectifier. Donc ça devrait être bon. On avait quelques ennuis techniques par rapport à ça. Il y a des petits malins qui ont mis des mauvais liens. Bon. Alors, merci à nos intervenants et à notre intervenant d'être présents. Je vais leur demander d'activer leur vidéo s'ils veulent bien. Je ne sais pas s'ils m'entendent. Parfait. Voilà. Donc, rebonsoir à Benoît Chézy et à Benoît Hubert, et donc aussi à Coralie Bénèche qui est avec nous ce soir, qui est à côté de Benoît Hubert. Bonsoir Coralie. Donc, bienvenue à l'ensemble des participants de ce premier Facebook Live, de ce live en tout cas, sur une question qui est quand même une question complexe à résoudre en ce début d'année que de nombreux enseignants de PS se posent. C'est la question de se dire, mais finalement, quelle éducation physique et sportive suite à la publication de ce nouveau protocole sanitaire? Alors, pour la soirée, pour vous expliquer un petit peu le déroulé et pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça va se passer. Donc, on a prévu un certain nombre de questions. Là, je vais questionner un peu les trois intervenants sur plusieurs sujets. Et donc, vous pourrez ensuite, dans un deuxième temps, leur poser les questions que vous avez envie. Et on essaiera aussi de donner la parole à certains et certaines d'entre vous pour que vous puissiez interagir et donc présenter éventuellement des questions particulières ou des problèmes particuliers. Alors, je vais commencer par toi, Benoît. Merci de participer à cette soirée. Benoît, le protocole sanitaire, il vient d'être publié depuis pas très longtemps, en fait. Hein. Quand on regarde, on a eu très peu de temps pour se préparer au niveau de l'éducation physique et sportive. Et les lectures sont très différentes. Dans les équipes, on a pu, dès le premier jour, voir que les interprétations sont très différentes. Mais au niveau national, on a pu voir aussi que les IPR avaient des lectures différentes. Et on a reçu plusieurs lettres de rentrée de la part de plusieurs académies d'IPR avec des interprétations qui sont là aussi différentes, des surinterprétations avec de la surréglementation où certains IPR ont interdit certaines activités, alors que dans d'autres endroits, ce n'est pas du tout interprété de la même façon. Donc on a une vraie variété du point de vue du cadrage national finalement, du cadrage local d'un cadrage potentiel national. Alors, moi, je voudrais te poser un petit peu comme première question. J'ai pu lire là, dans les communiqués de presse, dans tout ce qu'a pu dire le SNEP, puis ce matin aussi, hein, que le SNEP s'est félicité de la sortie de ce protocole-là et a trouvé que c'était une bonne chose qu'il y ait un protocole. Et justement, l'un des arguments que vous avez avancé, qu'on a avancé dans cette idée-là, c'est à la fois la question des inégalités, mais aussi la question de la sédentarité des élèves, en disant qu'il était temps que l'éducation physique et sportive reprenne dans les établissements scolaires et que ce protocole-là encadrait un certain nombre de choses et surtout permettait la reprise. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur la genèse de la publication de ce protocole et l'appréciation que le SNEP-FSU porte de ce protocole-là? Oui, d'accord, je comprends. Je vais essayer d'être assez rapide hein, pour ne pas rapide pour pas être long justement, pour qu'on puisse développer un peu plus les choses et avoir des questions et répondre aux questions. Je ciblerai le début des interventions par rapport à la période de déconfinement progressif qu'on a pu connaître. Donc, si vous vous souvenez, on avait fait un live aussi sur le 2S2C où il y avait une demande très forte de la profession pour qu'il y ait un texte de cadrage relatif aux activités physiques, sportives et artistiques, un texte qui soit spécifique. Bien sûr, on avait déjà un petit peu entamé ce processus avec le ministère, mais on a accéléré un petit peu les choses. On a eu plusieurs visioconférences dans cette période-là avec le ministre sur lequel on est revenu instamment sur la nécessité d'un texte spécifique. Puis on a écrit au ministre, puis on est intervenu sur une radio. Et au bout du bout, le 24 août dernier, au moment de la rencontre avec le ministre, il y a toujours une rencontre avec les fédérations en période de rentrée, on a pu reposer la question de la problématique d'un protocole spécifique en EPS. Et à ce moment-là, le ministre a fini par se décider et a tranché pour qu'il y ait effectivement un texte de cette nature. Alors bien sûr, là où on n'est pas satisfait, mais alors pas du tout, c'est sur les délais qu'ont pu prendre ces discussions, puisque c'est à partir d'avril-mai où on a commencé à l'exiger, et le 24 août est tranchée la question pour qu'il y ait un texte spécifique à la veille de la rentrée. Donc tout ça va être un peu compliqué par rapport à l'organisation dans les établissements et au sein des équipes.
pour vous dire tout, ce protocole, il a connu plusieurs écritures. Et la dernière qui a été publiée n'a pas arrêté les discussions avec le ministère. J'avais passé tout le week-end avec la DGESCO sur des phrases problématiques et sur ce sur quoi jouent bien sûr certains inspecteurs et certains chefs d'établissement, c'est-à-dire les phrases qui disent 2 mètres sauf si la nature de l'activité ne le permet pas, l'absence de préconisation pour le port du masque chez les profs de PS et la clarification autour des sports collectifs. Oui, il y avait des choses encore qui n'allaient pas, donc il y a eu pas mal d'échanges encore dans le week-end. Le cabinet, lui, il a tranché. Voilà, il a dit on laisse le texte tel qu'il est, on le stabilise, comme si c'était stabilisé à la veille d'une rentrée, très honnêtement. Enfin bon, donc on aurait pu jouer encore un petit peu. Donc ils ont décidé de le stabiliser et en fonction des remontées qu'ils auront ou des interrogations qui se poseront, ils envisageraient, alors je mets ça au conditionnel les connaissant, de pouvoir moduler certaines formulations d'ici une dizaine de jours. Bon, voilà, on en est là pour refaire un petit peu la genèse très très rapidement hein, de ce texte. Donc ça émane quand même d'une discussion qu'on a pu avoir tous ensemble, donc ça émane d'une préoccupation forte de la profession. Ce qu'a porté le SNEP dans ce cadre-là, en fait, on a juste posé les questions et les problématiques qui se posaient aux enseignants de PS. C'est la nécessité de savoir quelles activités on pouvait enseigner et dans quelles conditions, c'est-à-dire APSA par APSA, si on pouvait avoir des billes, quelque chose, on avait demandé. Sur la question sur l'usage des vestiaires, la question sur l'usage des masques et de l'activité physique, puisque pour nous, et on était les seuls, hein, le seul syndicat de toute fédération confondue à exiger de ne pas avoir le masque en cas de pratique physique et sportive. Donc voilà, on a posé ça, on a posé la question des évaluations, notamment au lycée, premier CCF, programmation, voilà, la question du désinfection du matériel, les activités dans le cadre du sport scolaire et la question des installations sportives. Voilà, globalement, les demandes qui ont été faites au ministère pour qu'il puisse produire un texte qui nous guide dans cette rentrée. Ce qu'on n'a pas fait et ce qu'on se refuse à faire, de toute façon, c'est de dire au ministère sur telle activité il faudrait ça, sur telle autre il faudrait ça. Voilà. Être nous-mêmes des prescripteurs, ça c'est de la responsabilité du ministère, donc on leur a renvoyé les choses, on a posé les questions et à eux de faire le texte. Donc c'est celui qui a été produit. On voit qu'il est soumis à interprétation, bien évidemment. Ça, je suis intervenu encore aujourd'hui au niveau de la DGESCO. Certaines académies ont déjà commencé à corriger, notamment le fait qu'ils interdisaient dans un premier temps les sports collectifs. Ils ont réintroduit les sports collectifs. Voilà. Donc, je pense que la DGESCO commence à intervenir auprès des rectorats, à vérifier, mais je pense que c'est ça. Parce que nous, l'objectif premier qu'on avait aussi, c'était de permettre aux enseignants de PS d'avoir un texte sur lequel s'appuyer qui ne puisse pas être soumis à interprétation pour ne pas avoir des protocoles locaux comme ça qui seraient différents les uns des autres et qui générerait, si ce n'est le bordel généralisé, mais en plus des inégalités importantes. Donc voilà, on en est là. Moi, je continue de toute façon à porter la question du masque pour les enseignants. Parce que le fait qu'il n'y ait rien dans ce protocole, je vais l'appeler comme ça, nous renvoie au protocole général, sanitaire général, qui oblige le port du masque pour les enseignants tout le temps. Sauf que certains l'ont expérimenté sûrement aussi parmi vous, sauf que quand on a un masque pour distribuer des consignes dans un grand espace avec beaucoup de bruit, très vite, on le sature en postillon, je vais le dire comme ça, et on s'étouffe. C'est tout bonnement impossible. Donc moi, ce que j'avais demandé, c'est qu'on puisse, à certains moments, et sous couvert, bien sûr, d'une distance suffisante, enlever le masque pour distribuer les consignes. Donc voilà, c'est ça un peu. Ce protocole, pour moi, il est ouvert, il permet tout. Et c'est l'objectif qu'avait poursuivi le ministère quand on a discuté avec lui, c'est bien l'objectif qu'il poursuivait. Donc, toutes les disciplines physiques, sportives et artistiques sont autorisées, sous couvert, bien sûr, de respecter certaines mesures sanitaires, sous couvert aussi de proposer des variables didactiques qui permettent d'éviter au maximum une prise de risque inconsidérée, on va dire ça comme ça. Ce matin, en conférence de presse, je me suis attaché à essayer de rassurer les parents d'élèves en disant que les enseignants, ils étaient des cadres A de la fonction publique, ils étaient des enseignants concepteurs, et qu'ils n'étaient pas complètement demeurés, bon, entre nous on peut le dire, et ils n'allaient pas proposer des choses dangereuses aux élèves, mais bien prendre en compte et la sécurité des élèves et la sécurité de l'enseignant,
mais aussi dans le but de pouvoir réinstaurer une EPS la plus normale possible, entre guillemets, et de réinstaller des apprentissages ambitieux. Voilà, c'est ce que je pouvais te dire. Merci. Ça te convient? Oui. Tu me dis? Non, mais c'est vrai que c'est important qu'on entende justement que, a priori, il n'y aurait pas de pratiques sportives interdites, de type de pratiques Ok. sportives interdites, parce que c'est vrai qu'il y a dans certaines académies des interprétations où certains disent, par exemple, le handball ou les sports collectifs sont interdits, en s'appuyant sur le protocole. Donc c'est vrai que c'est important de le réaffirmer. Tu faisais référence à la conférence de presse, on l'a diffusée sur Facebook, donc les personnes peuvent l'écouter en diffusion. On va la mettre aussi sur le site du SNEP FSU. Donc moi, j'ai envie de te poser une autre question un petit peu. En tant que syndicat de l'éducation physique et sportive, tu faisais référence un peu à un point d'équilibre entre trois dimensions, c'est-à-dire à la fois la discipline, et tu l'as bien développé, hein, l'éducation physique et sportive, la défense de la place de l'EPS dans l'école, mais aussi la place de l'élève et le fait que l'élève puisse avoir un enseignement de qualité, mais il y a aussi la sécurité des personnels. Moi, je me demande un petit peu si finalement on n'est pas pris un petit peu en tenaille dans ce système-là et qu'on n'a pas donné plus d'importance un peu aux deux premiers points, à savoir que les élèves retournent à l'école et que la discipline reprenne sa place dans l'école, et pas assez pris en compte la sécurité du personnel. Alors, est-ce que tu considères que le point d'équilibre est assez bien trouvé dans ce protocole ou est-ce que tu considères qu'effectivement la sécurité personnelle peut être inquiétée et puis on a un certain nombre de nos collègues qui sont très inquiets par rapport à cette question-là? Non, mais il faut être clair entre nous. De toute façon, on aura des personnels qui seront très inquiets, on aura des parents d'élèves qui seront très inquiets. Moi, la chose que je vois dans ce protocole, c'est que ça remet au cœur notre professionnalité propre. C'est-à-dire que c'est à nous, finalement, de proposer des choses qui soient compatibles avec la sécurité des uns et des autres, mais des choses qui restent ambitieuses et qui permettent les apprentissages réels des élèves. Et c'est en cela où je pense que, pour une fois, le ministère a entendu qu'on n'était pas des animateurs de clubs ou des animateurs socioculturels, mais qu'on était bien des enseignants et qu'on était en capacité de proposer des choses intéressantes tout en conservant les consignes sanitaires pour assurer tout le monde. Donc, de ce point de vue-là, moi, je trouve qu'il y a une espèce de reconnaissance ministérielle qu'on n'avait pas jusqu'alors. Donc, je trouve que c'est un point d'appui. Après, sur, sur la question de la mise en sécurité des personnels et des élèves, honnêtement, si le ministère avait voulu réellement s'en préoccuper, mais vraiment sérieusement, il aurait agi sur d'autres facteurs, comme certains pays l'ont fait. Il aurait agi sur l'emploi, notamment, en employant beaucoup plus d'enseignants, en permettant des plus petits groupes d'élèves. Voilà, il y avait plein de choses possibles et imaginables, ce qu'ils n'ont pas fait. Honnêtement, ce n'est pas parce que vous aurez un masque sur le nez toute la journée que le Covid ne va pas circuler. On ne sait pas du tout qui est atteint du Covid ou pas atteint du Covid, puisque de toute manière, il y a un tel nombre d'asymptomatiques qu'on ne sait pas. Donc, il n'y a rien d'assuré nulle part. Je ne pense pas que ce soit l'EPS, de toute façon, qui va développer ou qui va faire exploser les cas de Covid en soi. Ce n'est pas ça. La question, elle n'est pas là. Je ne pense pas. Donc, pour moi, tout est permis. C'est à nous de construire les choses. Et pour une fois, je trouve que c'est bien qu'on nous reconnaisse cette capacité-là. La distanciation de 2 mètres, parce que je vois une question, excusez-moi, j'y réponds en même temps. La contrainte, c'est une distanciation de 2 mètres, sauf si l'activité ou la nature de l'activité ne le permet pas. C'est ça que les IPR, ils rayent d'entrée de jeu pour contraindre à la distanciation de 2 mètres. Moi, je ne pense pas que la distanciation de 2 mètres, ce soit un dogme. Voilà. C'est à respecter au maximum, mais il y a certains moments, dans certaines phases de jeu, dans certaines situations où ça ne sera pas possible de toute façon. Donc, il y a pas, c'est pas un dogme en soi. Voilà, c'est quelque chose à essayer de respecter. Moi, on était tombé d'accord avec la DGESCO qui a proposé l'amendement au cabinet qui a refusé, comme je vous disais. C'était une distance de 2 mètres. Ils voulaient enlever la fin de la phrase et pour enlever les interprétations possibles, et ils voulaient mettre une distance de 2 mètres et rechercher. Donc, ça veut bien dire que dans leur esprit, c'est pas un dogme. Voilà. D'accord, merci. Alors, pour continuer un petit peu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de collègues qui se posent une question, c'est se dire comment c'est possible que le monde du sport, et notamment les clubs sportifs, puissent avoir un certain protocole,
et qu'en éducation physique, on puisse en avoir un autre. Les enfants, comment ils vont faire la différence? Alors, dans le cadre du sport, il y a telle règle. Dans le cadre de l'éducation physique et sportive, il y a telle règle. Alors, comment on explique un peu cet écart-là dans les définitions, les règles que peuvent donner les fédérations et les règles qu'a pu édicter et proposer le ministère de l'Éducation nationale? Comment tu l'expliques? Ah, c'est à moi qui ai posé la question. Alors, excuse-moi. Non, non, mais service public d'éducation, ça veut dire on reçoit tout le monde. C'est pas un public qui est volontaire, c'est pas un public qui a choisi d'être là. C'est un public qu'on doit protéger. Et donc, il y a un protocole spécifique. Les fédérations, elles ont eu d'autres problématiques. Ils accueillent des publics volontaires, ils savent très bien les règles, qui sont des règles assez, alors pour le coup, très souples. Hein. Moi, j'ai mon fils qui a repris le foot, il l'a repris très normalement, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est pas le même public, c'est pas les mêmes objectifs et c'est du volontariat, quoi. Ça reste du volontariat sur les fédérations. Après, vous avez vu aussi que le ministère des Sports, alors là, c'est complètement autre chose. Le ministère des Sports, lui, il s'est calé un petit peu sur ce qu'a fait le ministère de l'Éducation nationale, sur le PS. Il faut dire que maintenant, c'est devenu un grand ministère et donc c'est peut-être ça aussi qui a poussé Blanquer d'ailleurs à accepter à ce qu'il y ait un texte spécifique sur les actifs, j'en sais rien, peut-être, mais bon. Donc les fédérations sportives, elles sont à part dans la société. On ne peut pas comparer les deux, c'est impossible. C'est impossible, c'est pas du tout la même chose. Après, je comprends, de toute façon, les questions se poseront et les gens ne vont pas comprendre hein, qu'on puisse faire des choses d'un côté et qu'on ne puisse pas les faire de l'autre. Mais c'est à nous aussi d'expliquer que le système public d'éducation, c'est un monde particulier, de toute façon. On a protégé et les élèves et les enseignants, et ce ne sont pas des élèves volontaires qui ont choisi de faire ça. Merci Benoît. Je vais un peu questionner tes deux collègues, puis après je reviendrai en fin de discussion avec toi, notamment sur la question du sport scolaire, parce qu'on a pas mal de questions sur la question du sport scolaire. Alors, Benoît Chézy, pour rester dans les, un petit peu là, toi tu fais partie de la direction nationale, mais tu es aussi enseignant de PS dans un collège à Tonnerre. Alors, ce que j'ai envie de te demander un petit peu, c'est est-ce que tu es donc en contact aussi avec de nombreux collègues? Tu as aussi des responsabilités puisque tu es secrétaire académique à Dijon de l'académie, donc tu as eu pas mal de vent et d'écoute d'un certain nombre de questions qui sont remontées du terrain. Est-ce que tu peux nous dire un peu les problèmes majeurs de cette rentrée 2020 en collège, les problèmes qui te sont remontés, ce que tu as entendu, et est-ce que pour toi, le SNEP a déterminé des recommandations majeures sur la mise en place de l'éducation physique et sportive en collège? Oui, merci Bruno. Benoît, tu n'as pas ton son. C'est moi qui t'ai mis. Vas-y, c'est bon. J'entendrai la réponse à la question de Bruno par un premier thème qui est celui des inégalités. Tu nous demandes les problèmes majeurs qui nous sont montés. C'est sur la question des inégalités. À l'instar du confinement, qui a sans nul doute accru les inégalités entre les élèves, entre ceux qui avaient accès à des pratiques extérieures, ceux qui n'avaient pas accès. La reprise de l'EPS à cette rentrée, elle met en exergue les inégalités. Pour un établissement qui a des installations sportives à proximité, des possibilités d'accès à des installations extérieures, en plein air, du matériel, des VTT, des chargés de grand nombre, qui a des effectifs réduits, qui a une collectivité qui veut bien nettoyer les vestiaires, qui veut bien nettoyer les installations sportives. Les questions à traiter à cette rentrée, elles sont nombreuses, complexes, mais pas insolubles. Et elles permettent de déboucher sur une EPS de qualité. Mais les redoutes qu'on a, c'est que dans nombre d'établissements, nombre d'équipes sont placées dans des situations inadmissibles. Nous avons des villes qui n'assurent pas le nettoyage des installations sportives, et donc on a des situations où les installations sportives sont accessibles aux clubs et pas aux scolaires. On a des collègues avec des classes surchargées à 35, pour lesquelles organiser au maximum la distanciation est compliqué. Voilà, les questions qui sont posées à cette équipe, alors aux équipes, elles sont complexes. Les discussions au sein des équipes pédagogiques
elles ont amené majoritairement à discuter de la place des sports de combat, des sports collectifs, de l'acrosport. Et les équipes ont pu voir si ces choses-là pouvaient s'organiser ou pas. Les remontées qu'on a, très majoritairement dans les discussions qu'on a, c'est que pour l'instant, les équipes ont repoussé dans la programmation ces activités-là, ou les ont carrément, pour l'instant, enlevé de la programmation de l'année. Globalement, on a des retours d'activités, l'organisation de multimètres, l'organisation de la course d'orientation, qui sont venus remplacer certaines de ces activités-là. Voilà les questions, problèmes majeurs, donc voilà, les questions d'installation, de finances se trouvent accrues par cette période de rentrée. La donnée qui, je pense, faut intégrer dans les équipes, c'est la question de l'inquiétude aussi des familles. Il faut y répondre et il faut pour ça que la discussion en équipe, elle précise comment on s'organise et que les parents en soient informés. Il y a une grande défiance dans cette crise actuelle envers la parole publique, la parole politique. Donc je crois que nous devons travailler, nous qui n'avons pas de prochaines élections, nous qui allons nous trouver au jour le jour dans les établissements, à discuter avec les parents d'élèves à la sortie, intégrer cette donnée, c'est-à-dire l'inquiétude des parents d'élèves et les besoins de transparence et d'information. Donc, par exemple, dans mon établissement, nous avons décidé de faire un courrier d'information spécifique à l'EPS, aux parents, pour expliquer quelles dispositions nous avons prises pour assurer une EPS la plus en conformité avec les préconisations qu'on nous avait données, et les préconisations nationales. Et la deuxième remontée qu'on a, c'est la diversité des cadrages académiques. Ça c'est un problème, et on le voit dans les questions que vous posez sur la place de certaines activités. Il y a un vrai souci qu'à 5 km de distance, on ne puisse pas se faire les mêmes choses parce qu'on n'est pas dans la même académie. Ça, c'est une deuxième problématique. Voilà pour les premières réponses à tes questions, Bruno. Ok, merci Benoît. Alors, peut-être pour aussi faire le tour de notre établissement, c'est plutôt un lycée. Donc là, je vais m'adresser plutôt à Coralie. Donc, Coralie, ma question sur le lycée était, bon, le lycée, essentiellement, en cette rentrée, ce qui préoccupe beaucoup de collègues, c'est la question du bac et la mise en place des examens pour le bac. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelle est la position du SNEP FSU par rapport à la situation du Covid et ce qu'on est en train de vivre actuellement, et le bac lycée, la mise en place des nouveaux référentiels. Bon, voilà. Est-ce que tu peux nous faire un peu un état des lieux de ce que défend le SNEP FSU et des retours que tu as, toi, du terrain, un petit peu sur la mise en place de ces différents référentiels et donc de ce nouveau bac cette année? Ouais, alors juste peut-être pour compléter ce qu'a dit Benoît Chézy juste avant, notamment sur toutes les contraintes qui sont imposées aujourd'hui, je dirais qu'en lycée, se rajoute à ça, pour le bac notamment, la contrainte de programmation, mais c'est aussi sur l'ensemble du cursus au lycée, et la contrainte des effectifs, puisqu'on sait aussi qu'en lycée, ça peut aller jusqu'à 40, et le brassage, puisqu'on sait que plusieurs classes peuvent être regroupées. Donc, le brassage d'élèves est d'autant plus important. Donc, je pense que ces paramètres-là en lycée sont aussi à prendre en compte. Sur la particularité notamment du CCF, on est, comment dire, la possibilité est offerte dans le texte du lycée, mais aussi dans le nouveau texte sur les repères pour la reprise de l'éducation physique, de ne faire que 2 CCF sur les 3 prévus. Il est écrit exactement que nous pouvons considérer la rentrée 2020 comme un cas exceptionnel. La possibilité doit être laissée d'entrer dans l'EPS en septembre sans préoccupation certificative à court terme. Donc, on peut penser que ça ne sera pas, on ne sera pas obligé d'évaluer ce premier trimestre dans lequel la rentrée est très compliquée. La deuxième chose qui est très importante à prendre en compte sur cette rentrée, c'est la mise en place de la réforme lycée. On sait que l'année dernière,
notamment notre organisation syndicale, on a demandé à tout le moins un moratoire sur cette question-là, puisque en dehors du Covid, hein, on avait demandé à ce que les choses soient repoussées, puisqu'on est en désaccord avec les textes, mais aussi sur le fait que la période du Covid est arrivée, on a tous été confinés et les pressions ont été mises pour que les équipes établissent ces référentiels qui sont des référentiels locaux maintenant, hein, on reprécise les choses, et sans possibilité de travail collectif en présentiel. Et donc, se rajoute à cette rentrée la difficulté de mettre en place ces référentiels lycées qui sont en plus, comme beaucoup l'ont fait, des usines à gaz, hein, notamment quand on regarde sur la CA1 ce que ça peut donner. Et donc, là, on rajoute de l'impréparation, je dirais, parce que ce sont on rentre dans des conditions particulières et les dispositifs, les référentiels n'ont jamais été testés sur les élèves. Et pour les élèves, on rajoute un stress relativement important entre 6 mois de non-pratique sportive et une évaluation pour le bac qu'on pourrait avoir à faire tout de suite et en plus avec des nouveaux textes. J'espère avoir répondu. Donc nous, ce que de toute manière on revendique, c'est que les nouveaux textes ne soient pas applicables cette année, enfin les nouveaux référentiels, je dirais comme ça, et que d'autre part, quoi qu'il arrive, en tout cas, il n'y ait pas d'obligation, mais c'est écrit dans le texte, qu'au premier trimestre, vu les conditions de rentrée, il y ait une obligation de CCF. Le problème, après, juste pour finir, le problème va être la différence entre les différents établissements selon les contextes locaux sur la possibilité de pouvoir en faire ou non. Merci Coralie. Bon, on y reviendra peut-être du point de vue de cette situation en lycée et puis de la revendication que la profession pourrait porter en cette période compliquée et vu effectivement, comme tu le décris, de la grande différence qui peut exister d'un établissement à l'autre, que ce soit dans la même académie, mais alors entre académies, n'en parlons pas. Alors peut-être pour reposer une question à Benoît, parce que là, donc Benoît, tu as tout à l'heure insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'en éducation physique et sportive, je le redis volontairement parce que entre le moment où tu as parlé tout à l'heure et ce moment-là, on a doublé le nombre d'auditeurs. Donc tu as insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'en éducation physique et sportive, aucun sport n'est interdit de par le protocole et que donc tout est possible du point de vue des pratiques. Mais j'ai envie de te poser la question, et dans le sport scolaire? Parce que on a déjà entendu que certains départements ou académies sont en train de dire que tout match, par exemple dans les sports co, est interdit. Alors, je ne sais pas sur quoi il s'appuie. Qu'est-ce qu'il en est dans le sport scolaire? Le micro est ouvert. C'est bon. Deux choses sur le sport scolaire. Un, l'activité de l'association sportive de l'établissement reprend dans les mêmes conditions que l'EPS. S'agissant maintenant des activités de l'UNSS, à l'heure où je parle, je n'ai connaissance d'aucune préconisation de la fédération, d'aucun texte de cadrage, de strictement rien du tout. Ce qui, moi, m'est complètement incompréhensible. Donc, du coup, j'ai l'impression, c'est un sentiment que j'ai, à moins que je n'ai pas connaissance d'un texte qui serait paru, mais j'y crois pas. Chacun y va un peu de sa sauce, et puis c'est un petit peu, ça complexifie les choses, effectivement, parce qu'on va être sur un brassage plus important des élèves entre établissements si on met en place ces compétitions. Donc, je comprends les velléités de certains de dire stop, on arrête tout, on ne fait pas, on attend. D'un autre côté, le brassage au sein des établissements est autorisé. Le brassage au sein des établissements est autorisé jusqu'alors. Hein. Vous verrez que la diminution du brassage vient crescendo suivant que vous êtes en zone verte, orange ou rouge. C'est ça pour regarder les textes de continuité pédagogique pour le coup. Et donc, le brassage diminue au fur et à mesure que le Covid circule de plus en plus. Mais le brassage en zone actuellement, je veux dire en zone verte, est permis au sein de l'établissement. Donc, moi, je suis surpris que le sport scolaire, l'UNSS, n'ait pas du tout anticipé cette rentrée et attendu le dernier moment, parce que là, on est déjà rentré, les AG se tiennent, on ne sait rien du tout de ce qui s'y passe. Franchement, je ne comprends pas, honnêtement. Voilà. On n'en est que là pour l'instant, à ma connaissance, à moi, je vous le répète.
Mais bon, je pense que s'il y avait eu un texte, je pense que j'en aurais été informé. Merci Benoît de ta réponse. Alors, peut-être pour prendre une première question un petit peu là dans nos animateurs du chat, donc je vais donner la parole alors à Angelco ou c'est Angelco qui va prendre la parole. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans le chat que je n'ai pas du tout vu, quelles sont les questions que les collègues posent et peut-être tu peux poser peut-être une ou deux questions, puis après on va voir avec nos différents invités qui peut essayer d'y répondre. La parole est à toi, Angelco. Oui, merci Bruno. Ben, on va se relayer avec Séverine. Alors, une première. Donc, il y a pas mal de questions dans le chat qui reviennent sur sur le protocole et l'expression, les consignes données par les IPR dans les différentes académies. Donc, en gros, la question serait la suivante. Est-ce que quelqu'un des trois intervenants pourrait préciser, même si ça a déjà été dit dès l'introduction par Benoît Hubert, le statut réglementaire du texte qui s'appelle repère pour le PS et quelle est la valeur réglementaire de ce texte par rapport aux consignes des IPR, notamment en ce qui concerne toutes les interdictions qui existent dans les différentes académies. Voilà, pour une première. Ok, merci. Alors, on va peut-être demander à Benoît Hubert pour voir s'il est en forme là parce que je ne vois pas sa vidéo. Benoît. Ouais, tu as décidé de m'épuiser, je vois. C'est ça. Non, mais la prochaine, elle n'est pas pour toi, je te promets. Non, mais c'est délicat cette question-là, honnêtement. Pour moi, le texte qui fait référence, de toute façon, c'est ce qui émane du ministère. Donc, à partir du moment où le ministère dit tout est permis, j'exagère en disant ça, hein, tout est permis, c'est lui qui prend la responsabilité en cas de… Voilà, on est couvert par ce texte. Maintenant, les IPR surprescrivent. La logique, normalement, ils n'ont pas à le faire. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un rappel à la DGESCO et que la DGESCO est en train de revoir avec les différents rectorats. Le problème, c'est que ces IPR sont aussi les conseillers techniques en EPS des recteurs et des rectrices. Donc, si le recteur ou la rectrice, qui sont nos supérieurs hiérarchiques, considèrent que les IPR ont raison, eh ben, pour le coup, ça s'impose à nous. Sinon, ce n'est pas le cas, entre guillemets. Donc, moi, je ne suis pas pour qu'on aille pas pour qu'on lance les collègues à faire des activités que les IPR auraient prescrit dans un premier temps. Ce que je suggère, moi, c'est qu'on interroge directement le recteur, à savoir si les préconisations des IPR n'entrent pas franchement en contradiction avec le texte officiel qui est paru sur le site du ministère. Donc ça, c'est le premier temps, je pense. Il ne faut pas non plus brûler les étapes et se griller parce qu'on ne sait jamais, dans ces affaires-là, c'est toujours assez compliqué. Pour moi, la référence reste le texte ministériel de toute façon. Il y a des interprétations, il faut qu'on corrige ces interprétations avant de se lancer dans des choses qu'on pourrait regretter d'une manière ou d'une autre. Voilà ce que je pourrais dire. Je ne sais pas si j'ai été clair, s'il y a des copains ou des copines qui veulent me contredire, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un souci. Merci, voilà. Benoît. Alors, Séverine, est-ce que tu peux nous poser une autre question que tu as vue dans le chat? Oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Il y a beaucoup de questions qui ressortent sur le port du masque, aussi bien du côté des enseignants. Est-ce que l'enseignant doit mettre son masque quand il enseigne et quand il délivre les contenus? Est-ce qu'il est obligé de porter un masque quand il est à l'extérieur? Et puis le masque aussi, le port du masque côté élève. Est-ce que les élèves, quand il y a des regroupements, doivent remettre le masque? Est-ce que quand il y a des tâches d'arbitrage ou d'observation, est-ce qu'ils doivent remettre le masque aussi? Donc voilà, beaucoup de questions autour du port du masque. Donc je ne sais pas qui répond. Écoute, on va peut-être demander deux regards. Hein. Comme ça, la question va être partagée un peu par Benoît Chézy, puis un petit peu par Coralie. Benoît, tu as entendu la question? Est-ce que tu peux apporter ta réponse à cette question-là sur le port du masque? Quelles circonstances? Le enlever, le mettre? Puis il y a des questions aussi à travers j'entends des choses très pragmatiques. Hein. Finalement, en cours, à quel moment, comment on fait? Comment vous avez fait peut-être dans ce que tu as entendu parler des établissements, de comment ils ont géré cette question-là? Alors, premièrement, l'aspect, je vais être un peu réglementaire, hein, mais l'aspect réglementaire, aujourd'hui, il y a un décret qui dit que
les personnels portent le masque tout le temps dans les établissements scolaires, quand ils sont dans ces établissements. Donc, la règle, pour l'instant, c'est le port du masque par tout le monde, tout le temps. Mais même le ministre, dès lundi dernier, lors d'un documentaire, a précisé qu'on pourrait l'enlever dans certaines situations, répondant ainsi à une prof de langue qui demandait de pouvoir l'enlever. Il est évident que dans certaines situations, je pense à de l'escalade, besoin de passer des consignes de sécurité très très vite à quelqu'un, il faut pouvoir donner la consigne et qu'elle soit entendue. Donc, c'est pour ça que notre demande était qu'au niveau national, ce soit précisé. Dans mon académie, le corps d'inspection a précisé que c'était possible. On peut considérer que quand le collègue est en pratique, c'est-à-dire en activité, il ne peut pas porter de masque, tout en respectant les questions de distance. Sur les élèves et la gestion des élèves, du port du masque, par exemple quand ils s'arrêtent pour arbitrer ou pour quelque chose. La question, c'est la gestion des masques. Parce que si le masque est posé par terre, si le masque est rangé dans la poche comme ça, on risque d'avoir plus de problèmes que la question avec une distance qui soit respectée. Donc, il est nécessaire que les équipes se positionnent et donnent des consignes claires aux élèves sur la gestion des masques, puisque vous pouvez avoir finalement plus de problématiques à les remettre, les renlever, les remettre, les renlever après chaque match. Mais là encore, si on est dans un grand gymnase avec une classe de 20 élèves, comme ça arrive dans mon collège REP, il y a des choses qui sont possibles, qui ne sont pas possibles avec 35 élèves dans une petite salle. Donc là-dessus, on voit les interprétations différentes des corps d'inspection, préconisant le port du masque lors d'arbitrage ou pas lors d'arbitrage. Là-dessus, il faut que les équipes puissent régler cette question avec leurs conditions à elles. Pour l'instant, le texte de référence, il dit, lors de la pratique physique, on l'enlève. Voilà. Merci Benoît. Est-ce que Coralie ou Benoît veulent apporter un complément d'information ou ça va? Sinon s'il n'y a pas de complément, on peut prendre une autre question. Coralie, peut-être, j'ai l'impression. C'est juste 30 secondes. Hein. C'est par rapport au port du masque chez l'enseignant. C'est-à-dire que comment dire, se rajoute pour nous, c'est des questions posées, c'est des questions posées par Benoît lors de toutes les audiences et de toutes les demandes qu'on a faites au ministère, parce que pour nous, il est bien évidemment très difficile dans des espaces qui sont grands, mal insonorisés, tout ça, de donner des consignes dans un gymnase, sur un stade, avec un masque. Et donc, effectivement, ça, c'est un réel souci chez les profs de PS. J'aimerais bien qu'ici, on puisse nous dire tous les proviseurs ou les proviseurs adjoints ou les principaux adjoints qui, lors du jour de la rentrée, ont gardé leur masque tout le temps pour faire leur discours. Ce n'est pas le cas dans beaucoup d'établissements. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai problème sur le port du masque lorsque, comme tous les profs, on est c'est pas de l'activité physique, mais presque. Moi, si tu veux bien, 5 minutes, 30 secondes même. Vas-y. Je voudrais juste témoigner de la discussion que j'ai pu avoir avec le ministère sur ces questions-là. Parce qu'il y a le texte, il y a l'extrait du texte dans lequel ils l'ont fait, et bon, ça transparaît malheureusement pas. Dans l'esprit du ministère, un prof, dès qu'il distribue une consigne, c'est comme sur un terrain de sport, c'est-à-dire que vous avez l'entraîneur sur le côté, il n'a pas de masque. Les assesseurs, les coachs adjoints, ils ont des masques. Lui, il n'a pas de masque parce qu'il est considéré comme étant en activité. Et donc, pour le ministère, le prof de PS qui doit distribuer ses consignes, qui doit faire du feedback, machin, tout en respectant les distances, il est en activité. Donc, le port du masque ne s'impose pas. C'est dans leur esprit. Hein. Je dis bien que dans le texte, ça ne transparaît pas. Sur les élèves, ils sont considérés en activité du début du cours à la fin du cours. Le masque, il est obligatoire dans tous les déplacements, dans le vestiaire, dans tout ce qui est autour. Dès que c'est rentré en activité, c'est l'activité, alors elle prend la globalité de la séquence, de la séance. Ça, c'est l'esprit du texte. Voilà.
C'est tout. C'était juste pour faire état des discussions qu'on a pu avoir et de l'esprit dans lequel ils étaient. Ok, merci. Alors, Angelco, peut-être une autre question du chat qui est apparue. Oui, alors il y a des questions concernant les équipements extramuros, donc, dont les municipalités, la plupart du temps, sont propriétaires. Lorsque les maires prennent, pour différentes raisons, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens d'assurer l'entretien, soit parce qu'ils n'ont pas envie de prendre des risques, bref, restreignent l'accès aux équipements, voire mettre en place des protocoles bien plus stricts que le protocole de l'éducation nationale. Est-ce que, alors, que dit le SNEP là-dedans? Que dit le SNEP? Alors, la posture, on l'a comprise depuis tout à l'heure, Benoît l'a dit, mais le SNEP, par exemple, sort de son conseil national dernièrement et a donné, a invité les équipes de PS à faire des démarches. Est-ce qu'on peut-être on pourrait avoir 2 mots là-dessus? Merci. Alors, je ne sais pas qui se lance dans Benoît, Coralie. On peut faire aussi comme tout à l'heure, c'est-à-dire avoir des regards un peu croisés sur ces sujets divers et variés. Sur la question des installations sportives, ce qu'on a demandé au CDN, c'est que les équipes militantes locales ou même les enseignants de PS prennent contact très très rapidement avec les propriétaires des installations pour voir dans quelle mesure les installations seraient bien ouvertes, parce qu'elles ont une obligation normalement d'ouvrir les installations pour permettre le déroulement des cours de PS, et puis voir un petit peu les consignes particulières qui seraient éditées, et notamment sur la piscine, puisque la piscine, là, c'est un cas très particulier, puisque c'est le propriétaire de l'installation qui dicte les points. Je sais que les municipalités ont des problèmes aussi sanitaires, puisqu'ils manquent d'agents pour pouvoir faire l'entretien, et donc ils veulent aussi restreindre les créneaux le plus possible. De mon point de vue, mais ça c'est que mon point de vue, il y a une interpellation possible du préfet, le représentant de l'État dans le département, où c'est le préfet, et le préfet il doit assurer la continuité du service public de toute façon. Donc il faudrait peut-être intervenir auprès des préfectures pour que ces choses-là puissent se mettre en place correctement au sein des municipalités, intercommunalités, etc., pour que les gymnases puissent être ouverts pour le public scolaire, avec tout ce qu'il faut en termes de mesures sanitaires. Ouais, que dire de plus? Malheureusement, rien. Voilà, je peux pas. Si je pouvais ouvrir tous les gymnases, je le ferais. Merci. Peut-être on va prendre une autre question, comme ça permet de faire tourner un peu plus, parce qu'il y avait pas mal de questions dans le chat. Séverine, tu as une autre question? Vas-y. Alors oui, il y a beaucoup de questions sur les sports co. Beaucoup d'interrogations autour de cette famille d'activités. Et voilà, y a-t-il des interdits, des choses obligatoires? Et voilà, l'envie d'avoir des précisions, beaucoup de questions autour des sports collectifs. Merci. Il me semblait qu'on avait été suffisamment clair, mais peut-être qu'on ne l'est pas encore suffisamment. Aucune activité n'est proscrite. Donc, les sports collectifs sont autorisés. Mais ils sont autorisés sous couvert d'aménagement pour respecter les mesures sanitaires. Ce qui veut dire en clair que c'est dans la mesure du possible construire quelques variables didactiques, quelques trucs pour éviter au maximum qu'il y ait trop de contacts. Mais la phrase qui dit « sauf lorsque la nature de la pratique ne le permet pas », les 2 mètres ne s'imposent pas. C'est ça. Ça, c'était fait exprès dans l'esprit du rédacteur pour justement ne pas interdire tout ce qui était sport de combat et sport collectif. Donc, il faut surtout s'en saisir, il ne faut pas laisser les IPR interpréter comme ils le veulent, parce qu'ils ont bien compris que là aussi, voilà, ils jouent un peu de ça. Donc, si la nature de l'activité ne le permet pas, les 2 mètres ne s'imposent pas. Il faut qu'on se le dise entre nous. Après, on n'est quand même pas stupide et on ne va pas proposer des gros mauls de rugby exprès pour que… Non, voilà. Le problème de désinfection du matériel, il a été posé. Je suis désolé, je vois le chat en même temps. Il a été posé, clairement. Moi, surtout, savoir qui était responsable de la désinfection du matériel et dans quelle mesure il fallait le faire régulièrement.
Je vois qu'on est juste incité à le faire. Je pense qu'il faut le faire assez régulièrement, mais ça, c'est dans la mesure du possible, puisque tout dépend aussi là, des contextes locaux et du matériel à disposition. Soit on peut faire des roulements, soit on ne peut pas. Et donc, voilà, on est fortement incité à le faire, mais on n'est qu'incité, me semble-t-il. Hein, j'ai plus la phrase en tête. Voilà, non, mais le sport collectif est autorisé, rien ne l'interdit. Merci Benoît. Alors peut-être Benoît ou Coralie aussi, vous, comment vous avez… Donc on l'a entendu, et c'est vrai qu'il y a des questions encore, par exemple, sur mais alors, est-ce que l'acrosport est interdit? Bon, je pense que ça fait plusieurs fois que Benoît est clair à ce sujet-là, mais bon, c'est vrai qu'il y a peut-être besoin de répéter. Mais alors, Benoît, toi, par rapport au sport co, comment tu t'y prends? Quelle pratique tu as eue par rapport à ce cadrage qu'il y a du texte? Alors, sur la question des sports co, vous irez regarder, la ministre de au sport était en visite à Dijon il n'y a pas longtemps. Et elle s'est fait prendre en photo en entraînement de lutte avec les lutteuses du Krebs. Voilà, donc le signal, il est donné. Les activités sont possibles. C'est écrit dans le protocole ce qu'a répété Benoît. Mais quand même, après, c'est nous qui avons les élèves. Hein, c'est nous qui croisons les parents d'élèves. Voire même, on est nous-mêmes parents d'élèves avec nos enfants en pratique dans le premier ou dans le second degré. Donc, on regarde après les activités et ce qu'on peut faire. En plus, bon, sur cette crise du coronavirus, on nous a donné des consignes contradictoires à une époque avec voilà, ce qui n'aide pas les équipes à se placer sereinement, tranquillement sur les activités à faire parce que je suis comme vous, j'ai mes élèves lundi matin 8h. Voilà, on fait attention pour qu'ils pratiquent en sécurité. Je vous donne juste la réflexion de notre équipe pédagogique. On a remplacé temporairement le rugby par l'ultimate. Donc, on va faire des sports co. On a gardé pour l'instant des pratiques collectives en basket, en handball, avec des aménagements de pratiques dans les cycles, pour l'instant, avec un retraitement de l'activité et des situations proposées pour mettre plus de distance, plus de grands terrains, moins de joueurs, voilà, des situations d'opposition réduite. Voilà, on a retravaillé, en tout cas, on n'a pas exclu tous les sports co de notre programmation. Pour l'instant, la lutte, dans notre programmation, dans notre équipe, on s'est dit que ça nous semblait compliqué. Donc, on l'a décalé pour l'instant au 3e trimestre, ou voire on l'a annulé de certaines programmations. Et on verra en fin d'année comment c'est possible. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une réponse professionnelle à ces questions-là, sur la question des sports co. Nous sommes des professionnels des activités et je le redis, il vaut mieux que les élèves pratiquent avec des professionnels encadrés plutôt que se retrouver tout seul le soir. Parce qu'on l'a vu, la période du confinement, nombre d'élèves ont eu des pratiques physiques à l'extérieur à la fin, sans encadrement, sans aucune consigne. Donc, il est important qu'ils reviennent pratiquer en EPS et un grand nombre d'activités. Merci Benoît. Coralie, tu voulais apporter une précision, une remarque? Vas-y, la parole est à toi. C'est une remarque plus qu'une précision par rapport à ce que dit Benoît. C'est-à-dire qu'il faut considérer cette période comme compliquée parce qu'elle met aussi en jeu la sensibilité de chaque personne face à cette épidémie. C'est-à-dire que même en tant que professionnel d'EPS, eh bien, on voit bien dans les discussions d'équipe qu'on a tous eu, je pense, sur le port du masque, sur les activités qu'on peut faire, qu'on va décaler, eh bien, on a tous eu une appréciation différente. Et c'est bien ça aujourd'hui aussi la difficulté, même si on est tous conscients des mesures sanitaires qui existent, qui doivent exister, qu'on doit faire vivre sous une certaine forme, eh bien, on est quand même touché plus ou moins par cette épidémie et du coup, on a une approche un peu différente, je pense. Et par rapport à ce que disait Benoît aussi, je crois qu'il y a, selon la zone dans laquelle on est, une appréciation différente, qu'on soit en milieu urbain, en zone
aujourd'hui touchés comme à Marseille ou à Paris ou au fin fond des Ardennes. Et la deuxième chose, sur la pratique aussi les possibles. C'est-à-dire qu'en fonction des installations sportives, on n'est pas tous lotis logés à la même enseigne. Dans les zones urbaines très concentrées, il y a des fois, vous n'avez pas le choix. Et donc, on est aussi confronté à ça. C'était juste pour rajouter ça, parce que quand même, l'appréciation, il y a plusieurs paramètres qui jouent sur la façon dont on va pouvoir aménager les programmations et envisager les différentes pratiques. Merci Coralie. Alors, avant de donner un peu la parole à certaines personnes qui souhaitent, qui nous ont demandé la parole là, Angelco, peut-être une autre question? Oui, une question concernant le matériel et la désinfection du matériel. Donc, le protocole dit des choses là-dessus. Donc, les collègues posent la question, précise, bref, que dit le protocole et surtout, quel regard nous portons sur les termes comme, sur la fréquence de désinfection, sur, bref, les délais, quel matériel est-ce qu'on peut utiliser, tout matériel, chasuble, ballon, les tapis de gym, etc. etc. D'accord. Donc, qui, sur la désinfection du matériel, la gestion du matériel, Benoît, Coralie, qui se lance? Allez, Benoît, alors, vas-y. Non, rapidement, ceux qui ont regardé la différence entre les deux protocoles, celui de juillet et d'août, en tout cas le dernier protocole avec lequel on a fonctionné en EPS, là, le matériel, au départ, ne pouvait pas être partagé dans la classe, ensuite partagé à l'intérieur d'une classe, mais pas partagé avec une autre classe, sinon il devait être désinfecté. Là, on voit bien que le ministère a mis une formule régulièrement et fréquemment. Ce qui, du coup, en creux, voudrait pouvoir dire qu'on peut partager du matériel d'une classe à une autre, qui pourrait repratiquer avec les raquettes de badminton de la classe précédente, qui pourrait repratiquer sur les mêmes tapis que la classe précédente, etc. etc. Là encore, les équipes sont amenées à se placer. Nous avons décidé, dans mon équipe, de garder les mêmes procédures que nous avions pour finir l'année. C'est-à-dire que si on devait partager du matériel avec une autre classe, on va essayer de le désinfecter. Raquettes de badminton, VTT, barres de gymnastique, ballon. Alors, évidemment, on retombe sur les questions financières. Quand vous avez plusieurs jeux de ballon, vous pouvez le mettre de côté pour en prendre un autre avec l'autre classe, etc., etc. Cette question-là, elle est sur, évidemment, on retombe sur le point de départ, c'est-à-dire qu'il faut des moyens pour faire le PS. Il faut des moyens pour faire le PS. Il faut des moyens pour nettoyer les gymnases et les vestiaires. Il faut des moyens pour avoir du matériel en nombre. Il faut du matériel, il faut des moyens pour avoir du matériel de désinfection. Voilà un peu le cadre sur le nettoyage du matériel fréquemment et régulièrement, parce que pour l'instant, le protocole, il en reste à des choses assez larges. Merci. Est-ce qu'il y a un complément de la part de l'un d'entre vous? Sinon, est-ce qu'il y a une autre question de la part de Angelco ou Séverine? Sinon, on donne la parole. Là, il y a plusieurs personnes qui ont demandé la parole. Si vous n'avez pas d'autres questions. Alors, Pascal, tu voulais intervenir. Je te donne la possibilité de pouvoir parler là. Normalement, on doit pouvoir t'entendre là. Est-ce que tu as activé ton micro? Et normalement, j'ai permis aussi à Jean-Paul et à Cétine de pouvoir intervenir là. Alors, si Pascal ne parle pas, Pascal? Non, alors, est-ce que dans ce cas-là, est-ce que Santin peut prendre la parole? Ton micro est activé. La parole est à toi. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend. Vas-y. Oui, bonjour. Alors, Florence Santin.
Donc, je suis professeure dans l'Académie de Toulouse. Et donc, je m'interroge, bon, comme ce qui avait été dit au début de la conférence, sur le fait que toutes les académies ne soient pas logées à la même enseigne par rapport au protocole en EPS sur les activités proscrites ou non. Il se trouve que dans l'Académie de Toulouse, le 1er septembre, nous avons reçu un mail des IPR nous indiquant que nous ne pouvions pas faire de sport co en gymnase, ni toutes les activités de contact, notamment l'acrosport, etc. Et aujourd'hui, 18 h, on reçoit un mail contradictoire en nous disant que nous pouvons faire toutes les activités à partir du moment où nous respectons la distanciation. Donc, j'avoue que nous avons reçu des terminales et des premières aujourd'hui sur des menus, etc. Et donc, c'est un peu compliqué de redire aux élèves, finalement, on peut faire des sports co, etc. Donc, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une politique commune sur tout le territoire. Au-delà que nous soyons en zone rouge, au moins toutes les zones rouges aient la même politique. Enfin, voilà, ça m'échappe un peu, quoi. Voilà. Merci pour ta question. Donc, tu poses la question de la diversité. Oui. On avait dit, il y a des protocoles, pas des protocoles en tout cas, mais des lettres de rentrée. Alors, Benoît Chézy, on en a reçu plusieurs effectivement. Est-ce que tu peux apporter un regard? Puis après, Benoît ou Coralie. Vas-y, Benoît, la parole est à toi. Non, mais le problème décrit par Florence, il est, je vais dire comme ça, insupportable. Insupportable. Comment on explique d'une académie à l'autre, si je prends des lettres de rentrée, dans une académie où on nous interdit quasiment d'aller au vestiaire, alors que dans l'autre, on invite des collègues EPS pour l'apprentissage de l'hygiène, etc., à profiter des vestiaires. C'est pas possible. On va retomber dans une période qu'on a connue au mois de mai-juin, avec des consignes contradictoires, des consignes qui vont s'annuler d'un jour à l'autre. Attends, Benoît, mets ton micro parce que apparemment ça ne marche pas très bien, on ne t'entend pas très bien. Mets ton micro, vas-y. Oui. Donc là, le problème décrit par Florence, il est insupportable. Et on risque de retomber dans des consignes qu'on a connues au mois de mai-juin, contradictoires, arrivant très tardivement. Je disais que sur les questions des vestiaires, nous avions des lettres de rentrée du corps d'inspection très diverses, par exemple, d'une académie à l'autre. Une académie les déconseille fortement et l'autre académie les conseille vivement. Pour nous, il devait y avoir un cadrage national clair qui donnait les grands principes aux collègues et qui permettait ainsi de fonctionner. On ne doit pas pouvoir, suivant les sensibilités de chaque académie, avoir des règles qui se surimposent. S'il doit y avoir des règles différentes, elles sont fixées par l'ARS et les préfets, et notamment, il y a des scénarios de prévus pour éventuellement limiter les déplacements de tout le monde, limiter les rencontres, comme les rencontres sportives, certaines sont annulées dans certains secteurs. Voilà, mais ce n'est pas à chaque rectorat de réinventer des règles, de réinventer des consignes suivant les sensibilités des uns et des autres, à l'hygiène, à je ne sais quoi, au sport co. Voilà. Les règles sont le protocole national. Je dirais qu'en plus, il vaut mieux s'en tenir à ces règles-là qui nous semblent cadrantes et assez claires. Merci Benoît. Est-ce que Benoît, tu veux apporter un complément ou Coralie? Oui, non, moi je voulais juste m'excuser auprès de Florence de Toulouse parce que. Alors Benoît, mets ton micro, on ne t'entend pas. Tu m'entends pas? Là, tu m'entends? Tu m'entends là, Bruno? Oui, c'est bon, vas-y. D'accord. Je disais que je voulais juste m'excuser auprès de Florence parce que si effectivement les IPR ont réécrit leur lettre de rentrée, c'est parce que j'ai demandé, suite à une interpellation de Toulouse d'ailleurs, j'ai demandé au directeur général de l'enseignement scolaire de faire respecter dans les académies le protocole national tel qu'ils l'ont édicté. Et donc, il n'était pas possible que les IPR traduisent autre chose que ce qu'il y a dans le texte et fassent autre chose que ce qu'il y a dans le texte.
Alors, c'est peut-être un effet qui commence de cette interpellation, parce que effectivement, c'est insupportable. Benoît, il a raison de toute façon de le dire, que les uns et les autres puissent se permettre de modifier les règles qu'on a voulu édicter nationalement en fonction de leur désir propre, finalement, quelque part. Hein. Donc, toutes mes excuses, Florence, mais pour moi, il est important qu'il y ait un texte de cadrage qui soit national et que chacun le respecte plutôt que d'inventer à sa sauce les choses différemment sur chaque territoire, parce qu'effectivement, là, en termes d'inégalité, ça va être plus que criant. Désolé, Florence. Merci Benoît. Peut-être une autre intervention. Donc, il y avait Pascal qui avait demandé la parole. Est-ce que Pascal, tu peux prendre la parole? Oui, si vous m'entendez. Vas-y. Non, juste la question qui va se présenter à nous, j'ai l'impression, c'est quand même la différence entre sport civil, où tout le monde a repris à peu près normalement, ou pratiquement normalement, et nous, les aménagements pédagogiques dont vous avez parlé, qu'on va devoir mettre en place. Donc, il y a peut-être d'ailleurs une grosse incompréhension pour nos élèves. Alors, merci Pascal. Alors, bon, on a dû en parler quand tu n'étais pas encore arrivé, mais c'est pas grave, ça nous permet de réapporter une précision. Du coup, Benoît, Hubert, je te demande si tu veux bien revenir ou Benoît Chézy, je ne sais pas, allez, Benoît Chézy, comme ça change un petit peu en termes de. Donc, sport civil, éducation physique et sportive, diversité de règles, comment expliquer ça, comment on gère ça, quelle contradiction? Allez, je le fais rarement, mais je vais le faire moi-même. J'ai des enfants qui sont au collège et qui pratiquent du sport en club et du sport au collège, en EPS. Je pense qu'il n'y a pas d'incompréhension pour eux. Quand on explique les choses, je reviens sur la question. Je vais le faire par exemple, ma situation personnelle. J'ai une fille qui est en club et au collège. Et elle n'a pas les mêmes règles quand elle vient au club et quand elle vient au collège. Déjà, pour les élèves qui pratiquent en club, il n'y a pas forcément d'incompréhension. Il faut expliquer les choses. Je reviens, en EPS, nous avons des élèves qui sont en pratique obligatoire, qui ont des fois des problèmes physiques, diabète, d'asthme, qui ont une programmation imposée et qui ne sont pas dans une pratique volontaire, choisie, voire même ils payent pour pratiquer. Et donc, il y a vraiment une question de service public d'éducation physique pour tous, où on doit prendre nos élèves là où ils en sont et les faire progresser. Je reprécise aussi que demandez à vos élèves ce qui s'est passé pendant les vacances, ce qu'ils ont pu faire comme activité. Moi, je suis en éducation prioritaire. Je pense qu'on a des chiffres très importants d'élèves qui n'ont eu aucune pratique physique ou de très rares pratiques physiques depuis 6 mois. Voilà. Et donc, il faut en tenir compte. Et on n'est pas du tout dans la même configuration avec des élèves qui pratiquent en club régulièrement et qui se réinscrivent volontairement. D'ailleurs, on a des alertes, comme la plupart d'entre vous. Je suis licencié en club. On a des inquiétudes sur le nombre de licenciés à venir pour cette année. Voilà. Et pareil pour l'association sportive. Donc, il y a vraiment cette question, cette différence entre des élèves qui sont en pratique obligatoire et des élèves qui sont en pratique volontaire et avec pas les mêmes délégations. D'accord. Et Benoît, par rapport aux élèves qui seraient en section sportive ou en option? Protocole EPS qui s'applique. Puisqu'on considère que c'est de l'éducation physique et sportive, parce que plusieurs collègues se posaient cette question-là. Alors, peut-être, parce qu'on a encore 2 intervenants là, qui souhaitaient prendre la parole, on va leur donner la parole aux 2 personnes qui voudraient prendre la parole, et puis on fera un dernier tour au niveau de nos 3 invités, puis on arrêtera là ce premier live. Donc, il y a Jean-Paul, normalement, tu dois pouvoir prendre la parole. La parole là, et est-ce que tu peux essayer? Alors, Jean-Paul,
Voilà, normalement c'est bon. Et voilà. Parfait, Jean-Paul. Allez. Et avec le Stade Toulousain, voilà. Moi, simplement, ouais, bon, c'était pour répondre aussi à Florence. C'est nous qui avons interpellé Benoît aujourd'hui par rapport à nos IPR, et c'est pour ça que les IPR ont dû se faire taper sur les doigts et sont réintervenus assez rapidement avec, dès le début de la matinée, de l'après-midi, un courriel envoyé à l'ensemble pour dire qu'il n'y avait plus aucune activité de proscrite. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose qui risque de se passer, c'est et qu'on a aussi dans l'académie, c'est Benoît l'a évoqué, c'est les maires qui font du zèle et qui ne permettent pas forcément jusqu'à présent l'accès aux installations, au gymnase. Et là, je pense que là aussi, je suis assez d'accord pour qu'on intervienne auprès des préfets, parce que je pense que c'est les seuls qui peuvent garantir la continuité du service public. Donc, je pense que ça me paraît être la bonne chose aussi. Après, le point mort, c'est ce que je voulais aussi intervenir, c'est les sections sportives. Pour l'instant, on est un peu dans le flou artistique, même si on peut admettre que c'est aussi de l'éducation physique. Voilà. Après, sur l'interprétation maintenant du nouveau texte concernant l'Académie de Toulouse, je pense que il faut être vigilant sur les règles élémentaires concernant la distanciation et pouvoir aménager les situations et pouvoir fonctionner, puisqu'il n'y a plus aucune activité qui est proscrite. Voilà ce que je voulais dire en fait. Allô? On ne m'entend plus? En tout cas, moi, je ne vous entends plus. Nous, on t'entend, Jean-Paul, il n'y a pas de souci. Bon, alors, ça va. Bruno qui a disparu. Voilà mon intervention. Merci, Benoît. Quelle efficacité. Ah, vas-y, Coralie. Chante une chanson. Non, mais en attendant que Bruno revienne, on l'a perdu a priori. Moi, parce que je lisais un commentaire là sur le fait qu'une académie, dans une académie là, ils avaient reçu un mail des IPR avec des choses beaucoup plus contraignantes. Je pense qu'il est important, en tout cas, que vous signaliez aux sections académiques du SNEP, en fait, ces problèmes-là, que vous fassiez tout remonter et que nous, on en soit destinataire aussi. On a vu sur Toulouse comment ça a fonctionné. Il faut qu'on arrive, en tout cas, pour le moment, dans la situation actuelle, à faire valoir la lettre de rentrée au niveau national sur les repères et qui permet, pour le moment, la pratique de toutes les activités sportives dans certaines conditions. Je pense que c'est important. On sait tous très bien que la situation, sans être devin, elle va quand même évoluer. On ne sait pas encore comment, mais ça risque d'évoluer à un moment ou à un autre dans certaines zones. Donc, on verra aussi tout ce qui va se passer et on verra, nous, en tout cas, ce qu'on peut porter au niveau ministériel sur les évolutions, quoi qu'il arrive, de ce texte. On voit bien toutes les questions qui sont posées là. Et donc, on va essayer de faire évoluer, de porter encore sur le port du masque de l'enseignant et tout ça, un certain nombre de choses au niveau du ministère. Et sur l'UNSS, il y a un courrier qui est en préparation, en tout cas pour interpeller l'UNSS sur la reprise. Voilà. Écoutez, peut-être éventuellement, si vous avez un dernier mot de la fin, nos trois invités, bien entendu, vous pouvez le dire. Sinon, on peut aller vers la fin de ce premier live du SNEP. Benoît, un mot de la fin? Non, mais Coralie l'a dit, de toute façon, il reste des questions qui se posent et c'est sûr qu'il va falloir qu'on clarifie certaines choses. Mais honnêtement, je pense qu'il faut qu'on se saisisse de tous les possibles déjà pour réinstaller la pratique physique, sportive, artistique dans l'école. Je pense que les élèves, ils en ont un grand besoin. Ils ont un grand besoin de se retrouver d'une manière
quelle qu'elle soit, même si elle est aménagée, ils ont besoin d'être ensemble. C'est important pour eux. Il faut bien imaginer aussi que dans le contexte tel qu'on vit, ce sera le seul moment de leur journée scolaire qui va être longue à pouvoir enlever un petit peu le masque. C'est pas rien, très honnêtement. Pour l'avoir vécu, je pense que vous allez le vivre tous aussi. Le masque toute la journée, c'est horrible. Et faire supporter ça à des gamins, et surtout en collège, c'est encore pire. C'est pas si simple. Et je pense que ça sera aussi un bol d'air pour eux de pouvoir venir en EPS, respirer et voir des copains et pouvoir être ensemble et tout. Donc, je pense qu'il faut qu'on saisisse des possibles, qu'on se pose des questions, c'est logique, qu'on améliore les choses, il faut le faire. Mais allons-y gaiement. Pour une fois qu'on peut reprendre l'activité depuis le mois de mars, vraiment sérieusement, il faut s'emparer du truc le plus possible. Voilà, c'est tout. Merci Benoît. Benoît Chézy, le mot de la fin. Alors, j'ai vu qu'il y en a certains qui continuent à poser des questions. Bon, on pourra s'efforcer, si vous voulez, vous pouvez nous envoyer les questions. On peut essayer de répondre encore un peu dans le chat, mais il faut qu'on arrive à un moment donné à arrêter pour ne pas trop durer et qu'au fur et à mesure, les gens se déconnectent par la longueur. Voilà, Benoît Chézy, en conclusion de ce live, est-ce que tu as des éléments, un dernier commentaire, une dernière idée? Je vais finir par ce sur quoi j'ai démarré. On est dans une période assez exceptionnelle. L'EPS, le sport scolaire ne peuvent pas marcher sans moyens financiers, sans moyens humains, sans moyens matériels. Et c'est le moment de dire un peu partout que nous avons besoin de ces moyens. On a besoin de ces moyens pour faire des plus petits groupes, on a besoin de ces moyens pour avoir plus de matériel, on a besoin de ces moyens pour que les installations soient propres, soient nettoyées et qu'on puisse y avoir accès. Il faut, dans la période actuelle, remettre ces questions-là sur le devant. Vraiment. On a un plan de 100 milliards. 100 milliards. Pour l'instant, on n'a pas vu 1 euro sur les questions d'éducation, voire même pire, on n'a pas recruté à hauteur de ce que le budget nous était alloué et on n'a même pas donné tous les postes qu'il y avait possible pour le second degré. Donc, ici, l'éducation physique et sportive ne peut fonctionner qu'avec des moyens matériels, financiers, humains. Il faut le remettre sur le devant. Je remettrai une petite touche sport scolaire quand même. Il y a un gros enjeu pour revenir nos élèves dans la pratique du sport scolaire. On verra ce qu'il en sera des rencontres dans 5-6 semaines. Généralement, les rencontres ne commencent pas maintenant. Mais là encore, pour la question du sport scolaire, et nous qui avions une assemblée générale UNSS hier, nous avons posé la question des moyens financiers, parce que nous craignons effectivement un peu moins de licenciés l'année prochaine, enfin cette année, et donc des finances compliquées. Voilà. Et donc partout, il faut reposer cette question des moyens pour nous permettre de faire bien notre travail dans de bonnes conditions sanitaires en plus cette année. Mais écoutez, on va aller vers la fin de ce live, de ce premier live du SNEP. Je vous remercie à tous les trois d'avoir participé à cette expérience et d'avoir prêté, d'avoir donné votre temps et vous être prêté au jeu de ce questions-réponses. Pas toujours facile. Merci aussi à Angelco et Séverine d'avoir suivi le chat, d'avoir essayé de faire le plus possible la synthèse des questions de nos auditeurs qui ont ce soir été très actifs. N'hésitez pas à partager aussi sur Facebook Live notre soirée. Alors, un petit peu dans le programme de ces soirées de l'EPS, vous savez, quand les soirées de l'EPS étaient des soirées qui étaient en Ile-de-France et on ne faisait pas de retransmission en direct. Donc, avec le confinement et la possibilité qu'on a eu maintenant de découvrir ce type de possibilités, donc les prochaines soirées de l'EPS, il y en a 8 dans l'année, vont être présentées à la fois ici au SNEP, au 76 rue des Rondeaux, vous pourrez vous inscrire, mais vous aurez aussi la possibilité de suivre les soirées de l'EPS en ligne. Et donc, ça sera une nouvelle offre de débat, d'écoute. C'est à peu près un mercredi par mois. Vous recevrez les informations. On a déjà mis la première en ligne qui est l'EPS en ligne est-elle de l'EPS. On a 2 invités qui vont venir débattre avec nous, le SNEP, Jean-Marc Safati qui est IPR de Créteil et Christophe Schilder qui est enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg et qui ont des regards et des sujets qui porteront sur nous de controverses et de nombreuses discussions lors de cette soirée.
Merci à nos auditeurs, merci à vous. Et puis écoutez, à bientôt. Passez une bonne soirée. Et espérons que la prochaine fois qu'on fasse une soirée, on aille vers du mieux et vers un monde d'après qui soit peut-être avec des réductions des inégalités et non pas une accentuation. Essayons de faire en sorte que le vœu de Benoît soit attendu. Peut-être un plan de relance aussi massif dans le recrutement. Bonne soirée à tous et à toutes. Je vous laisse vous déconnecter au fur et à mesure.